On ne parle que de ça, de la BD sur les coulisses du palais présidentiel. Son auteur, le dessinateur Mathieu Sapin, a croqué pendant un an anecdotes et secrets du palais présidentiel. Il est avec nous au Figaro ce matin, Mathieu Sapin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être au Figaro pour nous parler donc de cette BD dont tout le monde parle, Le Château. Vous avez pu pendant un an circuler dans le palais présidentiel. Comment on obtient une autorisation pour faire ce projet, pour mener à bien ce projet? J'ai lu que vous aviez envoyé un SMS à François Hollande. C'est aussi simple que ça? C'est aussi simple à l'arrivée, mais avant ça, d'abord j'ai fait une première bande dessinée en 2012 sur la campagne présidentielle. Et j'ai eu la chance d'avoir les autorisations pour être dans l'équipe de campagne du candidat François Hollande, qui s'est retrouvé devenir président. Donc évidemment, j'avais les contacts, le sien, et puis aussi de son équipe de communication. Et non, j'ai fait des démarches au départ assez tortueuses, je l'explique dans le livre, pour obtenir cette fameuse autorisation. Et comme ça tardait un peu trop à mon goût, j'ai fini par effectivement envoyer un texto au président. Et qui vous a répondu favorablement. Et qui m'a répondu très vite, venez me voir. Alors du coup, au bout d'un certain temps, vous avez, on va dire, vos entrées au palais, puisque plus personne ne vérifie votre identité. Vous circulez assez librement dans les différents services, dans les sous-sols. À un moment donné, il y a cette image assez incroyable du bunker blindé, donc surnommé Jupiter, dont vous décrivez qu'il ne comporte qu'une simple serrure. Il y a une petite cale en bois qui servirait à maintenir la porte ouverte. Rassurez-nous, il est bien protégé ce palais? On est en sécurité là-dedans? Il est bien protégé, oui, il y a quand même une armée de gendarmes qui sont là 24 heures sur 24. Oui, il est bien protégé, mais c'est vrai que quand on a l'habitude de circuler, on connaît bien. D'ailleurs, je mets le plan même de. Mais oui, d'ailleurs, vous mettez effectivement le plan et on se demande, il est extrêmement détaillé. Vous mettez le nom des personnes qui travaillent dans tel ou tel bureau. C'est pas un peu dangereux de préciser où se trouvent les membres du gouvernement? C'est pas mon rôle de me poser ces questions. Moi, on m'a donné les autorisations pour faire une bande dessinée. Après, je la fais avec la liberté qu'on m'a donnée. Après, oui, je sais pas, je me rends pas compte. Personne ne vous a rien dit sur les conditions de mise en scène? On m'a fait des commentaires comme quoi il y avait des choses qui n'étaient pas forcément bienvenues, mais voilà, la BD est publiée et j'en prends la responsabilité. On est étonné aussi donc vous mettez évidemment énormément de place pour les images. En tant que dessinateur de bande dessinée, il n'y a évidemment rien à dire. Mais en revanche, on est très surpris par les échanges très précis que vous mettez en scène. On imagine que vous avez effectivement dû entendre certaines conversations extrêmement privées et ou récupérer des informations que vous n'avez pas mises dans le livre. Est-ce que l'Élysée s'est octroyé un droit de regard sur ce que vous avez dessiné et retranscrit avant l'impression? L'Élysée, c'est pas octroyé, c'est moi qui ai pris la décision de leur faire lire, parce que j'ai fait plusieurs albums comme ça documentaires, et à chaque fois, quand j'ai terminé l'album, je trouve normal de donner à lire le livre aux personnes concernées, mais ça n'implique pas qu'il y ait une modification de leur part. C'est-à-dire qu'ils ont le document avant tout le monde, ce qui est déjà pas mal. Mais si vous avez demandé de faire des modifications, par exemple on parlait tout à l'heure du plan précis ou de certains échanges qui ne sont pas forcément flatteurs ni pour le président ni pour son entourage. Dans ces cas-là, moi je joue entre guillemets une forme de transparence, c'est-à-dire que dans ces cas-là, je dis on m'a demandé de faire des modifs et éventuellement ça ne me dérange pas de rayer. D'ailleurs, je l'ai fait. On m'a donné une modification qui est le nom des officiers de sécurité de la garde rapprochée. Leur nom est noirci, on ne sait pas qui c'est. Il y a juste leur tête. On m'a dit, la seule remarque, c'est il faudrait changer les noms. Et moi, j'aime pas changer les choses parce que comme c'est de la bande dessinée, c'est très subjectif. Si je commence à changer quelque chose, on peut imaginer que je change tout et n'importe quoi. Et on ne peut pas savoir si je dis la vérité. Donc je préfère être carrément honnête et noircir. Comme ça, le lecteur sait qu'il y a une information qu'il n'a pas. Mais il est au courant. Donc personne ne vous a demandé de modifier quoi que ce soit? À part ça. À part cet aspect-là et l'anonymat de personnalités particulières. À d'autres moments, moi je prends aussi la décision de rayer des noms pour ne pas causer des préjudices. Parce que mon but n'est pas non plus de mettre des personnes dans l'embarras. Je parle de personnes privées. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent au palais dans mon livre, mais il y a aussi des gens qu'on croise qui sont extérieurs au palais, comme des journalistes, Et donc j'évite de citer dans ces cas-là les noms. Voilà.
On a vu que même pour le titre, le choix de nommer le palais présidentiel le château, qui est une expression qui est usitée par les personnels qui travaillent au sein de cet endroit, ça a un peu fait tiquer le DIRCOM Gaspard Ganser, qui n'était pas spécialement favorable à ce choix, mais qui finalement le valide avec quelques points de suspension. Là, je parlais de transparence. Voilà, typiquement, à la toute fin, je mets une scène où je suis un peu dans l'élaboration, dans le making-of du livre. Et donc, je parle avec le conseiller en communication et je lui dis, voilà, j'ai décidé de donner le titre « Le Château » à ce livre. Au départ, j'avais un titre beaucoup plus générique qui était « Palais présidentiel », qui fait moins... Voilà, et donc, il y a un échange avec lui où, effectivement, lui, c'est pas le titre qu'il aurait aimé parce que, voilà, ça donne c'est ce qu'il cherche à éviter. Ils veulent démocratiser le lieu et éviter d'insister sur le côté pseudo-monarchique, quoi. Il y a 3 jours dans Libération, Libération a publié une tribune de femmes journalistes qui dénonçaient le sexisme des hommes politiques. On imagine que vous-même avez dû être témoin. Non, pas victime en tout cas, mais en tout cas témoin de ce type d'échange. Écoutez, vraiment honnêtement, non, je n'ai pas constaté. Après, moi je suis un homme, donc je n'ai pas le regard que pourrait avoir une femme, hein, mais j'ai pas noté... des écarts liés au sexisme, non. Vous êtes très, très présent au sein de l'essaim de journalistes qui sont accrédités pour suivre les déplacements du chef de l'État et de son entourage. À ce propos, d'ailleurs, vous n'êtes pas très, très flatteur à l'égard des journalistes qui suivent l'actu de l'Élysée. Au sein du Figaro, d'ailleurs, Aurélia Vertaldi, qui est journaliste culture, a écrit un papier dans lequel elle dit que vous ne nous épargnez pas et que vous n'êtes pas toujours très confraternel avec les journalistes. Qu'est-ce que vous répondez ? Moi, j'épargne personne. Donc, les journalistes, comme les gens qui travaillent à l'Élysée, et comme moi-même, hein, parce que je me représente, on l'a pas dit. Ils sont parfois assez ridicules. Les journalistes ? Ouais. Honnêtement, moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est des personnages très attachants et très amusants. Les personnes, en l'occurrence, ont plutôt bien réagi dans celles que je connais et m'ont dit ça nous fait rigoler. Donc je suis plutôt à l'aise avec la question. Oui, le journaliste est moqueur, on va dire. Ils aiment bien se moquer les uns des autres. Et d'ailleurs, vous mettez en scène, lors d'un déplacement dans le Caucase, une vaste tentative de blague entre journalistes qui a failli assez mal tourner d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, si ce n'est choqué, dans cette année passée à l'Élysée ? J'ai toujours beaucoup de mal à répondre à cette question parce que je suis resté tellement longtemps, 1 an et demi. Évidemment, ce qui m'a le plus choqué, c'est les attentats de Charlie. Mais c'est vraiment à part. C'est-à-dire qu'en plus, j'en parle vraiment à la toute fin comme quelque chose qui m'a stupéfait. On va dire que c'était un événement un peu à part, mais dans quelque chose qui vous aurait profondément déçu ou en tout cas choqué, comme je le disais. Moi, la journée qui m'a le plus marqué dans le cœur du récit, c'est le déplacement à Carmaux, où je suis avec Christian Gravel, qui est le conseiller en communication. Et c'est des journées très, très hystériques, on peut dire, parce que 2 jours plus tôt, il y a Aquilino Morel qui a été débarqué brutalement. Et moi, je n'ai pas toutes les clés. Hein. Évidemment, j'ai passé beaucoup de temps au palais, mais je ne suis pas non plus dans le bureau du président quand il y a un échange avec lui. Donc, je me contente d'essayer de comprendre comment ces échanges ont pu se passer. Et donc, j'accompagne un déplacement à Carmaux 2 jours plus tard. Et là, à l'issue de ce déplacement, on apprend que Christian Gravel quitte également l'Élysée, alors que moi, j'avais des échanges avec lui quelques minutes plus tôt. Et donc, c'est vrai que c'est un moment où on se rend compte que l'atmosphère d'apparente sérénité qu'il y a dans ce lieu est assez trompeuse et qu'il y a une réelle... que l'actualité est là, bien réelle et parfois dans sa brutalité. Et là, j'avoue que ce jour-là, j'étais très... pris de court parce que, notamment, Christian Gravel avait été mon interlocuteur et donc c'est de lui aussi. Depuis le début, il vous avait ouvert beaucoup de portes d'ailleurs. Exactement, et c'est de lui que dépendait un peu ma présence. Et donc je me suis dit, mon livre s'arrête là. Oui. Il va y avoir un changement de communication, on va complètement remettre en cause tout ce qui a été le cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en parle de manière plus détendue, mais sur le moment, il y a... C'est un choc. Oui, c'est un choc, mais surtout, on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait, donc il y a une espèce de tension quand même permanente.
on est sur le qui-vive. Vous êtes déjà sur un prochain projet. On imagine, je pensais au succès en France de séries comme House of Cards. Oui. Est-ce qu'un projet équivalent à la Maison Blanche, ça vous tenterait? Est-ce que ce serait possible? Ah bah j'en rêverais, évidemment. Il faudrait que je perfectionne mon anglais, mais bien sûr. Mais à la Maison Blanche ou, j'allais dire, au Kremlin aussi. Ça, ce serait génial. Vous avez envoyé votre BD à François Hollande. Quelle a été sa réaction? Bien sûr. J'ai pas de réaction officielle pour l'instant. Vous pensez que ça lui fera plaisir? Je pense que c'est le cadet de ses soucis. je pense qu'il est vraiment plus dans les questions de politique et de ce qui reste à faire, de ces 2 ans qui l'attendent. Et donc, ma bande dessinée est voilà, un témoignage de plus. Mais je pense qu'il va apprendre des choses, en tout cas. Parce que, comme je fais parler tout le monde, je pense qu'il va apprendre des choses. Ouais. Est-ce que si jamais vous aviez des retours particulièrement négatifs, ou par son intermédiaire directement, ou des tiers, ça vous décevrait? Ah, c'est pas le but. Enfin, moi, je ne l'ai pas fait pour faire plaisir. Donc, non, je ne serais pas déçu. Enfin, si j'ai des réactions très négatives ou très positives, voilà, j'en prendrai part. Mais c'est pas du tout... non, je ne serais pas déçu, non. Merci Mathieu Sapin d'être venu au Figaro nous parler donc de cette BD dont tout le monde parle, Le Château, 1 an dans les coulisses de l'Élysée. C'est aux éditions d'Argo. Merci beaucoup.